et, et c'est très flatteur quand tu vois le nom du premier d'ailleurs, qui est un pur génie. Et donc avoir gagné le championnat, ça m'a propulsé directement sur le circuit pro puisque ça m'a qualifié pour le tournoi d'après. J'ai fait une bonne performance et donc j'ai atteint le nombre de points nécessaires pour pouvoir être pro. Donc ça faisait à peu près 4 ans que j'enseignais la danse à ce moment-là. Et comme je travaillais que le soir, j'avais un peu la journée pour m'entraîner. Mais comme je suis très curieux, je l'ai pas pris très au sérieux et j'ai continué à faire ça pendant 4 ans un peu en dilettante avec pas mal de salsa. J'ai aussi fait grandir mon école, j'ai embauché des profs qui bossaient pour moi, ce qui m'a dégagé un peu plus de temps pour m'intéresser à d'autres sujets dans le poker. Et donc, en gros, de 2000 à 2004, j'étais prof de salsa et joueur amateur de Magic. De 2004 à 2008, j'étais pro de Magic et j'avais mon école de danse. Et comme tout ça me laissait pas mal de temps encore, j'ai commencé à jouer au poker parce que les potes de Magic m'ont appris à jouer, dont Gabriel Nassif, pour ceux qui connaissent, m'a montré un peu le poker. On jouait, on s'amusait, on rigolait. J'ai commencé un peu à jouer online. Et pendant 3 ans, de 2005 à 2008, ça s'est très très bien passé au point qu'arrivé en 2008, je gagnais beaucoup plus d'argent au poker que Magic plus la salsa cumulée. Donc je me suis dit que j'allais me laisser un plan B. Donc j'avais un associé dans mon école de danse à l'époque et je lui ai dit que si je partais pendant 1 an tester le poker professionnellement pour voir ce que ça allait donner. Et si dans 1 an ça se passait pas bien, je revenais et on faisait 50-50 sur l'école. Et si ça se passait pas très bien, bah, toute l'école était, si ça se passait très bien, toute l'école était à lui. Ok. Et, et par chance, en 1 an, j'avais gagné 2 tournois nationaux, j'avais trouvé un sponsor, tout s'était passé comme dans un rêve. Et, et donc, je lui ai laissé l'école et j'ai arrêté Magic et la salsa pour me consacrer 100% à cette activité parce que c'est très, très chronophage. Si on veut être bon au poker, c'est beaucoup de mathématiques principalement. Donc, il fallait étudier une nouvelle discipline que je connaissais pas encore, vu qu'à l'école, j'étais pas très intéressé par les maths. Et ça a été passionnant. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais sponsorisé par Barrière et la Française des Jeux. Donc, c'était quand même une sacrée chance de pouvoir voyager partout dans le monde sans frais, tout frais payé par le sponsor. Et par chance, pendant 4 ans, j'ai fait de très bons résultats. J'ai fait notamment une 70e place au championnat du monde à Las Vegas. Euh, j'ai fait des rencontres incroyables, dont mon associé Nicolas Lévy. Euh, et 4 ans plus tard, on s'associait pour monter une boîte. Donc, Donc, Trixir, oui, c'est ça. oui, au début, c'était Ranking Hero. C'était un réseau social pour les joueurs de poker et une base de données. Et puis, donc, j'avais 3 autres associés en plus de Nico. Qui Ah, s'occupait de ok. la partie qui s'occupait de la partie technique, on était 5. On a levé des fonds, on était 16 actionnaires en tout. Et puis, donc on était à Londres. Et en 2015, OnePoint a racheté 51% de la boîte. Donc on est revenu sur Paris. Et, et donc voilà, tout a été fait naturellement, sans y réfléchir, un pas après l'autre, juste avec un peu de curiosité et puis pas de peur. Les fameuses croyances limitantes qu'on utilise beaucoup dans le coaching. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu peur du manque de plein emploi. J'ai jamais eu peur de me retrouver dans la galère. J'ai été très heureux, très pauvre et très heureux avec pas mal d'argent. Et j'ai pas du tout peur de recommencer à zéro. Et ma seule peur, je crois, c'est d'arriver vieux en ayant des regrets de ne pas avoir tenté des trucs. Et ça, je l'ai depuis l'adolescence. Donc, ça m'a permis de toujours être curieux et de toujours essayer des trucs. Mais j'ai toujours eu des plans B, en fait. Si la danse, ça se passait mal, je retournais à la fac. Si le Magic, ça se passait mal, je continuais la danse. Pareil pour le poker. J'avais mon plan B de retourner avec mon associé dans mon école si le poker s'était mal passé. Et puis si jamais mon entreprise s'était mal passée, je serais retourné dans le poker. Donc j'avais toujours financièrement un plan B à chaque fois. Ok. Et donc tu penses que du coup avoir cette sécurité, un peu ce filet mental, ça t'a aidé à aller à fond et rien regretter. Ah ouais, il n'y a pas une journée où je rencontre pas quelqu'un de plus brillant que moi qui a rien tenté parce qu'il a peur de gagner un peu moins d'argent tous les mois, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des croyances limitantes, mais de penser qu'il serait un peu moins heureux avec un peu moins de salaire,
Mmh. ou en étant au chômage, ou en devant, comme je l'ai fait euh, pendant l'année de mon bac, de livrer d'aider les petits vieux à décharger les cagettes de légumes au marché pour payer le loyer. Moi, j'ai jamais eu peur de ça. Et, et même des gens dans le conseil qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent d'avance, ils se limitent. Et ils ont envie de monter leur boîte, mais ils le font pas parce qu'un salaire à 130 000 euros ou 170 000 euros par an, c'est très confortable, et le chômage leur demanderait des sacrifices qu'ils sont pas prêts à prendre. Et j'ai pas de jugement sur ça. Je dis juste que moi, j'ai pas ça, et que quand je suis passé du poker à monter ma boîte, je suis passé de revenus de 10 000 euros par mois à zéro, puis à 1 000 euros par mois, et j'étais très heureux. Et j'avais pas ce problème de me dire que tout ça allait être très compliqué. Bon, j'étais pas papa à l'époque, euh, c'était beaucoup plus facile de prendre la décision. Mmh. Si demain je devais arrêter une activité extrêmement lucrative pour tenter ma chance, c'est un peu ce qu'on a fait quand on a quitté OnePoint pour remonter Citizen. C'est un peu un choix que j'ai fait. J'étais déjà papa à ce moment-là, donc non, je pense juste que j'ai pas peur de me retrouver en galère. Je suis un optimiste. Cool. Et il y a pas un moment dans ton parcours où tu as dit, «Wow, attends, je prends 10 secondes pour, un peu, digérer tout ce qui s'est passé» et te dire enfin, regarder le passé et te dire: «Putain, j'ai quand même fait des trucs de ouf. J'ai voyagé, bah, tu l'as dit, tout frais payé, pour jouer au poker. Tu as gagné, des tournois Magic». C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Tu t'en es rendu compte quand tu y étais, tout ça là, de cette Pas, chance? pas du tout, ça vient au fur et à mesure, et c'est surtout en discutant avec Nico, mon associé, et qu'on on discute un peu et qu'on fait un peu des bilans ou qu'on médite devant la mer. C'est là que je me suis un peu rendu compte que mon parcours était un peu particulier. Évidemment, dans le boulot, on est souvent censé se présenter et raconter son parcours, et en voyant l'étonnement dans la tête des gens, c'est là que j'ai un peu plus réalisé. Mais sur le coup, si tu veux, tout s'est passé un pas après l'autre. Tout était simple et facile parce que j'ai encore une fois pas cette peur que certaines personnes ont. Et donc, c'était un avion après l'autre, un voyage après l'autre, un tournoi après l'autre. Des fois, je gagnais, des fois, je perdais. Et globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Mais j'ai mis longtemps à réaliser que c'était un parcours très différent. Et que la capacité de ne pas avoir peur de créer sa boîte ou d'arrêter les études, c'est pas une capacité que tout le monde a. Mmh. Et je suppose que ça vient de mon éducation. Je suppose que ça vient du fait que j'ai pas été dans une grande école, ou dans une école privée, ou avec des parents qui avaient les moyens et qui m'ont poussé à faire un parcours classique. Euh, Ils auraient bien aimé, mais je les ai pas trop écoutés. Mais globalement, je me suis vraiment pas rendu compte de ça avant de vraiment rentrer dans le monde professionnel, parce qu'en côtoyant des danseurs, bon, bah, tu trouves de tout et tu parles pas trop de ta carrière. En côtoyant des joueurs de poker, il y a que des gens un peu avec le syndrome de Peter Pan, quoi, comme moi, et donc il y a un peu que des fous qui veulent pas vieillir. Donc c'est difficile de se rendre compte que le parcours est pas classique, puisqu'il y a plein de gens comme soi, avec beaucoup de personnes qui ont le, l'hyperactivité et le trouble de l'attention. Donc, tu te sens pas trop différent. Et en rentrant dans le monde de l'entrepreneuriat, au début à Londres, dans le monde des startups, il n'y avait pas trop cette différence avec les autres profils des autres startups. Mais par contre, en commençant dans le monde du conseil en France, c'est là où je me suis rendu compte que bah, sur 2500 chez OnePoint, je crois que j'étais le seul à pas avoir fait d'études, quoi. Mmh. Et il y a certaines personnes qui m'auraient pas adressé la parole s'ils l'avaient su, donc je l'ai bien, je l'ai bien caché. Ah putain, c'est incroyable et du coup, qu'est-ce qui, comment tu passes de joueur pro, un je dirais assez successful? J'ai fait un tour justement, c'était un peu méta parce que j'ai fait un tour sur, Ranking Hero, le truc que tu as créé avec tes collègues et donc il y a ta Ouais. fiche forcément, et puis bon, tu as gagné quand même un sacré paquet d'argent en 8 ans de poker, c'est ça? Et en Heu, 4 ans professionnellement seulement, ouais. d'accord. 4 ans professionnellement, et après j'ai continué à jouer quand j'avais ma boîte, mais je faisais 2 3 tournois par an, quoi.
Donc c'était pas une activité professionnelle. Par chance, j'ai gagné un tournoi national assez gros après avoir pris ma retraite, mais c'était pas mon activité principale. J'ai été vraiment que 4 ans pro. Et les chiffres que tu as pu trouver, enfin c'est pas du tout caché, hein, c'est 700 et quelques mille dollars. Mhm. C'est le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice, hein. Il faut déduire D'accord. de ça tous les coûts, tous les frais qui, moi, étaient payés par le sponsor, donc ils sont beaucoup moins gros que la plupart des joueurs. Mais en plus de ce que me payait mon sponsor, c'était 120 000 dollars par an, 120 000 euros par an Mhm. de déplacement et de frais d'entrée de tournoi. Moi, j'en payais aussi de ma poche, quelques-uns. Et certains frais de déplacement aussi qui étaient en plus de ces déplacements avec mon sponsor, plus les pertes et les gains en cash game qui sont pas référencés. Euh, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais ça m'a permis de me lancer sereinement dans l'entrepreneuriat sans être trop inquiet pour mes finances et de Ok. autofinancer en attendant qu'on lève des fonds l'entreprise. Et donc, du coup, c'est tes débuts dans l'entrepreneuriat et donc c'était la gamification à l'époque avec Trixir, c'est ça? Oui, Euh, c'était en gros un mélange donc c'était à la fois un réseau social. mhm, À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait des réseaux sociaux pour absolument tout. Tout le monde disait, moi, je veux être le Facebook de ci ou le Facebook de ça, mhm. avant que les gens réalisent que Facebook était complètement indétrônable et que les gens qui voulaient discuter, ils allaient faire une page. Tu vois, le Facebook de la philatélie, bon, ben, les philatélistes, ils ont une page Facebook et ils parlent sur ce truc-là. Ils vont pas aller sur un deuxième réseau social. Ouais. Donc, nous, on était un mélange de réseau social et de base de données. Donc, il y avait un aspect très technique à notre projet et un peu big data. Euh, et il se trouve que ça n'existait pas vraiment à l'époque. Il y avait soit des bases de données, soit des forums de discussion, mais il y avait pas ce mix des deux. Et on a gagné un prix de l'innovation en Angleterre d'ailleurs pour cette plateforme-là, qui Ok. était plutôt techniquement un peu en avance à l'époque, qui est maintenant aujourd'hui complètement laissé à l'abandon et complètement euh, outdated, Mhm. mais enfin, plus du tout à jour technologiquement. Mais à l'époque, c'était une petite innovation. Et puis il y a eu le crash du poker financièrement, qui était extrêmement compliqué, une période très dure, puisque le modèle économique était basé sur l'affiliation. Et l'affiliation s'est cassée la figure, et donc on a dû pivoter. Et Ok. c'est à ce moment-là qu'on est parti sur faire des serious games, donc des jeux vidéo, pour remplacer ou complément, pour que ce soit complémentaire avec les formations en entreprise. Et là, on a rencontré pas mal de succès, notamment avec un jeu sur la cybersécurité qu'on avait fait avec BNP, qui, sur les 700 ou 600 modules de e-learning de la BNP, était arrivé premier en popularité. C'était un espèce de livre dont vous êtes le héros en jeu vidéo, visual novel, ça s'appelle. Et c'était très gamifié, très fun, avec un scénario un peu sympa, où il y avait un hacker qui arrivait dans la boîte et et tu devais retrouver le hacker pour, euh, pour apprendre les bonnes pratiques de la cybersécurité au fur et à mesure. Et on a eu des très très bons résultats et les apprenants étaient bien plus compétents d'après les tests qui ont été faits Mhm. après ce jeu vidéo qu'après la formation classique avec un formateur et un PDF qui expliquait les bonnes pratiques. Ok. Et donc là, c'est un peu les premiers pas dans le cœur de métier que tu fais aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui, oui. En gros, le serious game, quand on a, donc au début on faisait cette base de données, on a pivoté, on a fait les serious games, donc ça s'appelait Ranky Hero et après ça s'appelait Trixir, mais c'était la même boîte avec les mêmes actionnaires Mhm. et les mêmes équipes. Et dans Trixir, après, on a séparé en deux, on a trouvé une deuxième activité puisque quand on s'est fait racheter par OnePoint, euh, on a intégré leur bureau, on est parti d'Angleterre et on s'est installé chez eux à Paris. Et là, il y avait un vrai besoin qui était à la fois pour la formation, donc les jeux vidéo, les séries qu'on a fait, et puis d'un autre côté, tout ce qui est conseil en innovation, en stratégie, en intelligence collective, toutes ces choses-là étaient pas tout à fait adressées chez OnePoint. Donc on s'est Mhm. retrouvé à fonder une espèce de crew qui s'appelait la Game Squad, qui était un mélange un peu bizarre avec des experts du design thinking, du lean, de l'agilité,
des coachs, des gens qui avaient absolument rien à voir avec tout ça. On avait une championne du monde de poker, on avait un gars qui faisait du théâtre qui avait pas le bac, on avait une trentaine de personnes avec des profils tous très très différents. Et on Mmh. se réunissait tous les jeudis pour parler de ces sujets-là. Et donc, à tour de rôle, les gens venaient pour expliquer qu'est-ce que c'est l'agilité, qu'est-ce que c'est que le design thinking. Et on faisait des ateliers, on apprenait par la pratique, il y avait très peu de théorie. Et on se retrouvait tous les jeudis ensemble pour essayer de faire avancer ce sujet-là, là où dans d'autres boîtes, les agilistes et les experts du Lean se tapaient sur la gueule pour dire qui est-ce qui a la meilleure méthodologie. Nous, Mmh. on est arrivé avec une espèce d'ouverture d'esprit pour essayer d'augmenter et d'améliorer euh, cette discipline qui a pas vraiment de nom, qui est un mélange de toutes les techniques d'intelligence collective. Et ça mélangé avec l'expertise conseil de WinePoint, ça a donné des résultats assez fous. Donc on a transformé une DSI de 800 personnes en intelligence collective. On a fait une transformation euh, sur le design organisationnel. Ils étaient 800 personnes euh, et ils étaient complètement silotés. Et on a tout réorganisé. Enfin, ils ont tout réorganisé. On n'a apporté que la méthodologie Mmh. en communauté très poreuse, plus du tout silotée, auto-organisée, un peu holacratique. Sauf que c'est pas vraiment l'holacratie trademark, c'est plutôt un mélange qu'ils ont fait eux en fonction de leur contexte. Tout ça grâce à des experts de disciplines qui se parlent pas normalement. Des experts des systèmes d'information, des experts du design thinking, des experts du lean, des experts de la facilitation, des experts de la gamification. Et tous ces gens mélangés arrivaient à être moteurs des transformations numériques dans les entreprises. Et ça a eu pas mal de succès et ça a permis de réaliser de beaux projets. Cool. Et à Trixir, c'était surtout de la facilitation. Est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement en quoi ça consiste? Pardon, j'étais en train de lire le chat, excuse-moi, je suis désolé, il y a des questions. Tu peux me Il y a reposer pas de la problème. question? Bah, on va J'étais ailleurs. répondre aux questions du chat, c'est pas grave. Il y a Sébastien qui dit, c'est quoi qui définit et que tu appelles le crash du poker? Euh, En gros, il s'est passé plusieurs trucs. D'abord, en 2000, je sais plus la date, il y a eu ce qu'on appelle le Black Friday. Les deux leaders mondiaux du poker qui avaient 90% du marché à eux deux ont été fermés par le FBI pour fraude. Le numéro 2 du marché, c'était très grave et c'était une vraie chaîne de Ponzi très grave. Et pour le premier, c'était un peu moins grave. Ils avaient juste, ils s'étaient pas retirés du marché américain quand le gouvernement l'avait demandé. Donc c'était assez grave, mais c'était loin d'être la fraude du numéro 2 du marché. Mmh. Et donc des gens avec plusieurs millions d'euros et de dollars sur leur compte se sont retrouvés avec leur argent bloqué sur un site fermé par le FBI. Heureusement, c'était pas mon cas. J'avais pas beaucoup d'argent sur les sites à l'époque. Et, euh, et donc ça a mis un sale coup au poker. Et à partir de là, ça a été un peu la dégringolade avec des hauts et des bas. Mais globalement, c'est un peu descendu. Le boom du poker est un peu passé. Il y avait une image un peu sulfureuse qui avait été réduite ces dernières années et qui recommençait à devenir très sulfureuse à cause de ce scandale. Euh, et le leader de marché, quelques années après, a repris sa place de leader de marché, mais il avait plus de numéro 2 pour lui coller au basque, qui avait été définitivement fermé, lui, à cause de sa fraude. Et donc, le leader de marché a décidé d'arrêter de payer les affiliés, il a décidé de réduire l'argent qu'il allait donner aux gens qui lui rapportaient des clients. Les rapporteurs Mmh. d'affaires, en gros, leur marge était réduite. Et donc tout notre modèle économique était basé sur ça et plus rien ne pouvait fonctionner du coup. Donc on a eu un très beau succès d'estime avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs mensuels sur notre site. Mais malheureusement, le modèle économique était plus du tout viable. Et c'est là qu'on s'est retrouvé à pivoter pas assez vite à mon goût. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas lu euh, Lean Startup, euh, mais on a quand même réussi à pivoter à temps. Et après plusieurs échecs pas assez rapides à mon goût, on a réussi Mmh. à trouver ce créneau des serious games qui a fait notre petit succès. Et de l'intelligence collective dont on vient juste de parler. OK, donc ce qui fait que tu as répondu à la question de d'Ava. Heu et donc oui, p en ce qui concerne justement l'intelligence collective et la facilitation, est-ce que tu peux expliquer rapidement, ce que vous faisiez, comment vous le faisiez? Puisqu'au final, c'était le client qui travaillait un peu à «votre place» entre guillemets.
Oui, exactement. Nous, on apportait juste la méthodologie et avec un mélange de posture de coach et de facilitateur et de consultant à tour de rôle. Alors, c'était pas la même personne, hein, il y avait souvent les trois, mais ils Mmh. intervenaient à des moments différents. On allait mettre en marche une transformation chez le client. Donc, ça commençait souvent avec un rôle de facilitateur qui allait faire parler les gens qui n'avaient pas l'habitude de parler, des développeurs, des managers, des designers qui normalement se parlent très peu ou en tout cas, ils parlent que du run et jamais du build. Mmh. Et donc, on leur demandait de trouver leur raison d'être, leur valeur commune. On avait tout un tas d'ateliers gamifiés, fun, ludiques, pour leur permettre de trouver ça. Et ensuite, on leur faisait définir une vision commune avec des objectifs long terme, moyen terme et court terme. Et une fois qu'ils avaient défini ça, on se focalisait sur le court terme et on faisait un plan de résultat, donc pas un plan d'action, mais un plan de résultat. On s'engageait sur des résultats avec des deadlines pour arriver à notre objectif court terme qu'on avait Mmh. chiffré et qu'on avait dans la ligne de mire. Et tout ça, ça prenait la forme globalement de jeu la plupart du temps, qui permettait aux gens d'arriver à discuter, aux timides de s'exprimer, qui permettait aux chefs un peu trop bully de pas monopoliser la parole, euh, de chefs un peu trop gentils d'arriver quand même à s'exprimer et de trouver une espèce de, de vision collective qui allait leur permettre de trouver l'énergie et de leur faire pousser des ailes. Pour ceux qui connaissent pas trop le monde du conseil, globalement, normalement, une boîte de conseil, elle écoute le problème du client, elle apporte une solution. Elle dit, tiens, tu fais ça. Et après, Mmh. soit elle dit, bah, démerde-toi, tu fais ça. Soit elle dit, je vais t'accompagner à faire ça, mais c'est ça que tu dois faire. Et c'est la Mmh. boîte de conseil et probablement le dirigeant qui ont créé ce plan, qui est souvent très bon, mais personne ne se sent concerné. Les employés se retrouvent avec un plan imposé. Et donc, le plan, il a beau être parfait, il ne se réalise jamais puisque les gens traînent les pieds. Donc nous, notre méthodologie, on l'a pris à l'envers. On a dit, on va faire construire le plan par les gens. Et même s'il est un peu moins bien, ce qui est même pas sûr, que ce Mmh. qu'aurait fait un consultant, eh bien au moins les gens, ils ont des ailes qui leur ont poussé dans le dos parce qu'ils vont dérouler puisque c'est leur plan. Et ça a marché encore mieux que ce qu'on imaginait. Et on s'est retrouvé à, comme je disais tout à l'heure, transformer des DSI de 800 personnes dans des, des grandes entreprises du CAC 40 et ça a vraiment très très bien marché. OK, et ça, c'est en quelle année? 2016, 2017 et 2018. OK, donc enfin, la facilitation auprès des, je sais pas, du commun des mortels, c'est vu comment? Enfin, l'intelligence collective à cette époque-là, c'était, est-ce que vous étiez un peu des, pas des pionniers ni des précurseurs, mais je pense que vous étiez vus d'un œil, assez Oui, particulier? ça fait longtemps que ça existait, mais ça Ouais. n'existait pas dans le monde du conseil. Dans Mmh. le monde du conseil, les gens ils s'enferment dans une chambre, ils écrivent un plan parfait et ils le déroulent. Donc utiliser l'intelligence collective pour faire de la stratégie d'entreprise, ça n'existait pas. Il y avait la stratégie d'entreprise d'un côté, il y avait l'intelligence collective de l'autre. Mmh. Euh, Quand on voulait faire une transformation organisationnelle ou managériale, il y avait la transfo organisationnelle d'un côté et l'intelligence collective de l'autre. Mélanger les deux, ça n'existait pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a été innovateur. On a rien inventé, mais on a pris deux trucs qui fonctionnaient pas ensemble pour en faire un truc que je trouve, je pense, être très puissant. Et c'est globalement plus que ça qu'on fait aujourd'hui dans notre nouvelle boîte. On accompagne les boîtes dans leur design d'organisation, dans leur stratégie d'entreprise et dans leur leadership grâce à de la gamification et de l'intelligence. OK, et c'est un peu ce cœur et cet esprit-là que vous avez, mis dans Citizen aujourd'hui? Voilà, assez différemment puisque on n'a plus un actionnaire majoritaire à 51% parce que on a une beaucoup plus petite structure, plus réactive, et surtout parce qu'on a progressé ces 5 dernières années quand même, 2016. Mmh. Et donc on a tout un tas de nouveaux outils qu'on a améliorés et qu'on a créés. On a créé beaucoup de jeux. On a une boîte à outils d'une centaine de jeux pour réussir ces enjeux-là. Et il y en a à peu près 30% qu'on a créé et 70% qui existent déjà, mais qu'on a rajouté des mécaniques de gamification à l'intérieur pour les rendre plus ludiques et participatifs. Par Mmh. exemple, cet après-midi encore, j'ai fait entre 10 et 20% de notre temps dans Citizen est fait pour du pro bono, donc pour des projets qui nous tiennent à cœur, sociétaux ou écologiques. Et
cet après-midi, j'ai animé un atelier et tous les participants m'ont dit que au bout de 2 heures et demie, qu'ils pensaient que ça avait commencé il y a 30 minutes. Donc c'est un des avantages de la gamification, c'est que on voit pas le temps passer comme quand on joue à un jeu vidéo, sauf qu'en fait, on est en train de faire de la stratégie d'entreprise. C'est assez magique. Excellent. Et tu penses que ça a changé, qu'est-ce que ça a changé de se retrouver à 4 alors que vous étiez des dizaines et puis, comme tu le dis, sans avoir un peu cet actionnaire majoritaire qui, je suppose, bloquait certaines choses? Ouais, ça a changé plein de trucs. C'est-à-dire que d'un côté, au niveau du recrutement, de la croissance, de nos clients, s'il y a un client avec qui on partage pas les valeurs Mmh. sociétales ou écologiques, on peut tout à fait lui dire d'aller voir ailleurs. Mmh. Ce qui était beaucoup plus difficile quand tu as un actionnaire majoritaire qui drive tous ses projets, non pas avec du sens, mais avec des résultats financiers. Donc déjà, ça change beaucoup. Euh, je vois mal comment ils ont accepté qu'on passe 10 à 20% de notre temps à faire du pro bono. Je suis pas sûr que ça aurait été accepté. On est libre dans la façon de structurer l'entreprise. On a beaucoup de liberté. C'est pas que WinePoint nous empêchait spécifiquement, c'est que comme ils avaient 2500 employés, évidemment quelques syndiqués, etc., ils pouvaient pas nous laisser faire des choses qui ne ils ne pouvaient pas nous donner plus de liberté que ce qu'ils donnaient au reste du groupe. Et Mmh. donc, à chaque fois qu'on faisait une petite innovation en termes de management ou de façon de faire, il fallait que ça reste un peu discret parce que sinon, il y allait avoir des jalousies, ça allait parler dans les couloirs et le DRH allait vite se retrouver avec des problèmes. Donc, plusieurs fois, on a été convoqué dans son bureau pour dire bon, c'est sympa de laisser choisir les employés leur salaire, mais vous n'allez pas faire ça parce que sinon, je vais me retrouver, je vais me retrouver avec de gros soucis avec les syndicats et les prud'hommes. Donc voilà, ça donne une liberté complète et globale. D'un autre côté, le gros défaut, c'est que la force de frappe qu'avait OnePoint pour ramener des clients, Mmh. c'était un flux incessant. On est passé de 2 à 30 en l'espace de quelques mois. Mmh. Donc on était toujours en sous-effectif. Il fallait qu'on recrute non-stop parce que il y a les DSI et les CEO et les dirigeants et les directeurs innovation de tous les groupes du CAC 40 qui se baladent dans les couloirs à longueur de journée. Mmh. Donc, tu es sursollicité par des business développeurs qui viennent te demander de faire des claquettes pour expliquer ce que c'est l'intelligence collective et pourquoi ça cartonne à longueur de journée. Et t'as pas le temps d'aller fumer une clope, quoi. C'était assez fou. Ça, on n'a plus. Donc, heureusement, on a un écosystème de gens très compétents, des rapporteurs d'affaires. On travaille beaucoup avec Blackfoot, avec Aquila, avec toi. Et donc, on se retrouve assez occupé quand même. Mais Mmh. mais on n'a plus ces rabatteurs qu'on avait avant, c'était assez indécent. Ah, j'imagine On et n'aurait jamais eu justement cette croissance sans eux, quoi. ouais, forcément. Et justement, les projets de Citizen, est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? Tu parlais de causes un peu, pour lesquelles vous travaillez en pro bono. C'est quel Oui, genre de cause et c'est quoi l'ambition de Citizen en tant que collectif? mais il y en a plusieurs. D'abord, c'est marrant, on a fait nos 15 fondamentaux cet été en bootcamp avec les associés. En gros, on veut avoir un impact citoyen. Si on s'appelle Citizen, c'est pas par hasard. On pense que chaque personne dans une organisation, dans une entreprise, dans une asso a sa voix compte. Donc, on parle de citoyenneté beaucoup. Mmh. Et on croit beaucoup en la démocratie, même si les Américains n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Euh, on aura les résultats bientôt. Globalement, on pense que c'est vraiment très très important pour nous de travailler avec un impact sociétal. Tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, on y croit beaucoup. Les entreprises ont de plus en plus de pouvoir par rapport au gouvernement et sont de plus en plus leaders sur plein de sujets. Des fois positif et des fois négatif. Et nous, on aimerait retourner un peu ça le plus positif possible. Et donc, on a fait deux choses en plus de notre mode de conseil pour les grandes entreprises en intelligence collective.
On a tous les 4 fondateurs un pourcentage de notre temps qui est dédié aux projets qui nous tiennent à cœur, qui peuvent être sociétaux ou environnementales. Mmh. Moi, je travaille avec une association d'aide à l'enfance et aux familles. Donc c'est ce que j'ai fait cet après-midi depuis quelques semaines. Et la deuxième chose qu'on a fait, et je vois qu'on en parle dans le chat, c'est un think tank qui s'appelle la Fédération des fourmis, Mmh. qui a pour vocation à parler des sujets de société, notamment avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais aussi la crise psychologique, écologique, politique, avec le plus de profils différents possible. On a surtout voulu éviter les think tanks de tous les gens qui ont fait l'ENA Mmh. et qui s'auto-valident leurs idées toute la journée et qui ont jamais rencontré un agriculteur. Je caricature hein, évidemment, mais on a vraiment voulu avoir les profils les plus différents possibles. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore tous les profils différents qu'on aimerait avoir, mais on a des philosophes d'entreprise, des directeurs d'innovation, des start-upers, des coachs. On a même une collapsologue, on a des gens qui travaillent dans la santé. On a vraiment beaucoup de profils très différents. On doit être une trentaine. On a fait ça pendant le premier confinement. Ça nous a un peu dépassé. D'ailleurs, on pensait pas être autant aussi vite. Et voilà. Donc le think tank qui est vraiment à but non lucratif et le pro bono qui par définition est à but non lucratif. C'est deux combats qu'on mène de front en plus de notre travail rémunérateur. Super, et il y a une autre question de Jonathan, heu, qui demande: quand vous avez une démarche d'entrepreneuriat, est-ce que vous avez une vision ou un objectif à moyen long terme, ou vous voguez, avec le vent et vous allez là où ça vous mène, et vous faites ce qui vous plaît? Je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si tu parles de est-ce qu'on choisit nos clients et on a une stratégie sur le profil de client qu'on veut ou est-ce qu'on on prend ce qui vient. Mmh. Évidemment, comme toutes les jeunes entreprises pendant la crise très violente qu'on traverse, c'est très opportuniste comme stratégie. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai raconté qui a l'air complètement incroyable sur mon parcours, l'est pas du tout. Tout a été extrêmement opportuniste. Beaucoup de chance, des opportunités en veux-tu, en voilà, les bonnes rencontres au bon moment, tous les profs de salsa qui sont complètement méchants et pas du tout bienveillants au moment où je me lance. Donc j'étais le seul sympa qui préparait pas au concours et qui voulait que les gens oublient les problèmes de la semaine du boulot. Donc tout ça n'a été qu'une suite d'opportunités et de hasards qui ont fait que tout ça n'était pas prévu. Et pour Citizen, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore quelques clients malgré la crise. On a la chance de pouvoir s'en sortir malgré tout, mais c'est très opportuniste. On a du réseau de gens qui nous sollicitent, on a du réseau de gens qui nous ramènent des clients. Et oui, c'est sûr qu'on travaillera jamais avec une boîte dans l'armement, euh, mais on reste assez opportuniste en fonction de ce qui nous arrive. Mmh. Je sais pas si c'était ça la question, Jonathan. Je pense qu'il pourra la repréciser. Heu, il y a il y a Bruno qui troll et qui fait, «Pas de Thalès». Pas de Thalès, effectivement. Et du coup, une journée chez Citizen, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Est-ce que vous êtes plutôt, tourné entreprise, plutôt, pédagogie, avec les jeunes? Vous faites quoi de beau? Eh bien, c'est assez varié et ça dépend de qui on parle. Moi, je travaille beaucoup sur ce qui s'appelle Citizen School. Donc, c'est tout ce qui est formation en entreprise et formation en école supérieure. Donc, globalement, c'est formation au leadership et à l'innovation managériale dans son ensemble. Donc, design d'organisation et leadership. Mmh. Euh, et, et mes autres associés vont beaucoup travailler sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, avec aussi le RSE. En fait, on a quatre piliers. Ça va être plus simple de vous expliquer ça.
On a 4 piliers chez Citizen. On a la Citizen School, qui est les formations. La Citizen Horizon, qui est tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. On a Citizen Fest, qui est tout ce qui est séminaire d'entreprise, alignement des visions, et qui, ça, évidemment, a énormément baissé depuis le confinement, mais qui reste encore actif avec des séminaires en digital. Mmh. Et Citizen Mind, qui est un peu le cœur de métier, qui est la stratégie d'entreprise en intelligence collective et le design d'organisation. Donc ça, globalement, c'est les 4 piliers et c'est sur ça que se répartit notre temps, plus les pro bono, qui peuvent être pour des associations pour l'enfance ou pour l'écologie ou pour des collectivités locales aussi, et tout type d'associations, ou même des projets lucratifs tant qu'ils ont une valeur sociétale ou environnementale. Et puis, le think tank des fourmis. Tout notre temps se sépare en ces 6 activités, plus après tout ce qui est le build, évidemment, nos processus de travail, nos rituels, nos meetings, nos weekly meetings, etc. Donc voilà, c'est très divers, c'est ça qui est riche et qui est intéressant, parce que je pense qu'on est tous les 4 très curieux. Mmh. Ouais, et puis on essaye d'incarner nos valeurs à fond. Donc on est 4 associés, 2 femmes, 2 hommes, à part égale. Donc ça nous paraissait important qu'il y ait 50% d'actions féminines et 50% d'actions masculines dans les parts de la boîte. Mmh. Euh, et on essaye de faire des projets à valeur ajoutée sociétale ou environnementale. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc on va toujours essayer d'aller gratouiller chez le client pour lui expliquer que les performances monétaires ne sont toujours que un résultat d'une vraie vision et de vraies valeurs et d'une bonne raison d'être. Ce n'est jamais un objectif, c'est toujours un bonus collatéral. Mmh. Ouais, justement, c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis fixé un objectif pour 2021, c'est, d'avoir une parité homme-femme sur ce talk. Pour l'instant, ça va être dur sur ce dernier segment de l'année, mais en 2021, j'espère avoir, une femme, enfin autant de femmes que d'hommes. Donc, j'espère que Citizen m'aidera à remplir cette Écoute, mission. on n'y arrive pas à chaque fois, notamment pour les fourmis. Tous les 15 jours, on a un speaker qui vient discuter, enfin, 1, 2, 3 speakers qui viennent discuter. On essaye toujours d'avoir 2 femmes, un homme ou 2 hommes, une femme, et essayer d'avoir un peu de mixité. Et c'est Mmh. vraiment pas facile. C'est pas facile de trouver des speakers tout court d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Euh, c'est assez difficile. On est encore dans un milieu très très masculin dans certains cas, pour certains domaines et certaines disciplines, et c'est très difficile. Mmh. On y travaille en tout cas et on essaye beaucoup. Et puis surtout, Émilie, qui est vraiment très activiste sur le sujet, elle n'hésite pas à nous faire des grosses piqûres de rappel quand de temps en temps on a en entretien de recrutement 3 hommes d'affilée. Euh, elle n'hésite pas à nous rappeler qu'on est en train de s'écarter du droit chemin. Et elle a bien raison. Justement, en parlant d'Émilie, je suppose que vous êtes quand même, tu disais tout à l'heure que vous êtes les 4 curieux, mais je suppose que vous êtes quand même très différents. Heu, qui fait quoi dans l'entreprise? Est-ce que, si tu pouvais, je sais pas, faire une image ou plutôt une métaphore, si vous étiez une famille, qui serait qui dans l'entreprise? C'est difficile cet exercice. C'est difficile. Euh, Moi, c'est évident que je suis l'adolescent en pleine crise de l'adolescence. Il n'y a aucun doute là-dessus possible. C'est toujours moi qui vais aller à contre-courant pour essayer de casser un peu le statu quo et essayer de disrupter un peu ce qui est acquis. Nico, il fait souvent le parallèle que j'aime beaucoup. Il dit moi, je cours dans le précipice et lui, il construit le pont sous mes pieds. Pas mal. J'aime beaucoup cette métaphore parce que c'est vrai que Nico, c'est quelqu'un de très structuré, très carré, Mmh. et on se complète pas mal sur ce plan-là.
Émilie, elle est comme moi, très intuitive, très impulsive, et elle est très, très créative. Et Victoria, elle est plutôt du côté Nico, très structuré, carré. Donc en fait, on a deux intuitifs et deux structurés. Mhm. Et je pense que c'est très sain comme rapport, même si on a chacun des caractères et des visions très différentes de la vie. C'est ça qui fait la richesse aussi. Et c'est ça qui fait qu'on peut discuter constamment de tous les sujets, qu'on peut remettre en question ce que disent les autres. Et comme il y a beaucoup de bienveillance et de respect, et qu'on se respecte beaucoup tous, je crois, eh ben ça facilite tout ça parce que faut savoir, pour ceux qui sont pas au courant, Victoria, son mémoire de Sciences Po Paris, elle a eu 19. Son prof a failli faire un arrêt cardiaque, il a jamais vu ça à 23 ans. Émilie, elle a un parcours au moins aussi fou que le mien. Elle a été fleuriste, vice-directrice sur des plateaux de cinéma à gérer 200 personnes. Nico, il a été joueur pro de poker dans le top 10 français avec 2 ou 3 millions de gains, je me souviens plus, mais c'était un des tout meilleurs joueurs français. Les gens l'arrêtent dans la rue pour le reconnaître. Et il a fait une école d'ingénieur avant, et avant il était magicien. Donc tout le monde a des parcours un peu fous. Victoria, elle a monté sa junior entreprise à Sciences Po à 20 ans ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a que des gens un peu en marge dans cette entreprise. Et je crois que c'est ça qui fait le bonheur qu'on vit en ce moment, quoi, malgré toutes les difficultés et la crise extrêmement violente qu'on est en train de traverser. On est ravis d'être là. C'est ça qui est fou. Bah, écoute, ça se sent et ça fait très plaisir à entendre et tu le disais justement, il y a eu une richesse dans vos parcours qui est assez incroyable. Mais du coup, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui, après autant de temps et avoir vu autant de trucs, t'étonne toujours encore dans le métier que tu fais? Je sais pas s'il y a un truc, à chaque fois que tu le vois, tu fais: «Putain, mais c'est, j'y arrive pas, j'y arrive toujours pas». Ah, il y en a des tonnes. J'ai dit un peu, moi, je suis le syndrome de Peter Pan. Je suis un éternel enfant qui s'émerveille de tout. Donc tous les jours, je suis émerveillé de plein de trucs. Ben, par exemple, chez Blackfoot, on s'est installé il y a quelques semaines dans leurs locaux. Mmh. Et tous les jours, je rencontre une nouvelle personne complètement incroyable. PM, le CEO, à chaque fois que je le vois interagir avec ses équipes, je suis vraiment très très étonné dans le bon sens du terme, après avoir vu autant de managers malveillants et avec 40 ans de métier dans les pattes, foutre des gens en burn-out tous les jours. Là, le fait de rencontrer des gens, c'est ça l'avantage du métier, c'est qu'on rencontre tout le temps des gens de tous les domaines, et donc il y a des choses qui m'attristent, notamment la violence managériale qu'on essaie de combattre quand on fait nos formations au leadership. La gentillesse, ben, toi notamment, quand on a bossé ensemble, tu as toujours fait preuve les deux contextes différents dans lesquels on a travaillé, tu as toujours fait preuve d'un cœur gigantesque. Tout à l'heure, le pro bono que j'ai fait avec cette association pour l'enfance, je leur avais conseillé de venir pour l'atelier en intelligence collective avec le plus de gens différents possible. Puisque si tout le monde est d'accord et tout le monde a le même point de vue, les deux fondateurs, ils vont tous s'auto-congratuler pendant 2 heures d'atelier, ça va servir à rien. Donc Mmh. j'aurais demandé de ramener des gens qui pensaient différemment. Et les gens, ils m'ont halluciné. Il y a des gens qui travaillent en tant que psychologue, il y a des gens qui travaillent en tant qu'éducateurs spécialisés, il y a des gens qui travaillaient en tant que euh, responsable d'une structure officielle, étatique pour l'aide à l'enfant. Et il y avait des gens qui étaient dans aucun de ce milieu-là. Et leur pertinence, leur intelligence avec laquelle ils sont rentrés dans ces ateliers, Mmh. ça m'a ébahi parce que j'ai travaillé pendant 3 ans non-stop avec des gens qui avaient fait des niveaux d'études complètement incroyables, avec des salaires complètement démesurés, qui ont soi-disant une intelligence bien supérieure au commun des mortels, qui étaient beaucoup moins pertinents et efficaces et qui allaient droit au but. Et j'étais vraiment abasourdi. Et c'était ma conclusion d'ailleurs de l'atelier, ce que je leur ai dit à la fin, quand on a fait le petit tour pour savoir avec quoi chacun repartait. Je leur ai dit que j'ai été foudroyé par leur pertinence et leur intelligence. Et ça, c'est la richesse et le plaisir de ce métier-là, c'est que tu rencontres des belles surprises, des bonnes surprises quasiment quotidiennement. C'est
C'est assez incroyable effectivement. Dans le chat, n'hésitez pas à mettre vos questions. On va bientôt terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre pour que Pedro puisse y répondre. Il y a une question de Jonathan que tu as ratée, je crois. C'était qu'est-ce qui vous a donné l'idée des serious games alors que vous veniez du poker et d'une plateforme de social media? Je crois que tu l'avais déjà répondu un tout petit peu, mais si tu veux compléter ta réponse, vas-y, je t'en prie. Putain, j'ai pas que le syndrome de Peter Pan, je perds la mémoire aussi. En fait, c'était pas une idée, c'était encore une fois opportuniste. Quand on arrivait chez OnePoint, au début, on était là pour faire, on était là pour faire au début, c'était du réseau social d'entreprise qu'on était censé faire. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on a rejoint le groupe OnePoint, c'était pour leur faire à eux leur propre réseau social d'entreprise et leur faire et après le vendre à leurs clients une fois qu'ils l'ont installé. Parce que OnePoint est une société un peu différente qui a seulement 3 niveaux de conseil, un management la plupart du temps bienveillant. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais globalement, par rapport aux autres boîtes de conseil, ils sont bien en avance. Et donc, il leur fallait un réseau social d'entreprise qui était différent des autres, qui était plus gamifié, plus fun, qui allait permettre de donner des points de karma et donc remplacer l'entretien annuel. Ils étaient assez avant-gardistes en 2016. Fin 2015, début 2016. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Et le directeur de l'innovation, pour la faire courte, et le directeur du système d'information avaient vraiment des visions opposées. Et donc, ils sont jamais arrivés à se mettre d'accord. Et on a quand même rencontré les clients de WinePoint pour leur dire qu'on pouvait leur fabriquer un réseau social d'entreprise. Et tous ont dit, ben non, nous, on a acheté Facebook for Work, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ça a coûté 2 millions. Le comité de direction a mis 3 ans à se mettre d'accord. La prochaine fois qu'on changera, c'est dans 5 ans. Allez, salut. Donc, sur des rendez-vous qui étaient prévus d'1 heure, au bout de 5 minutes, on avait compris qu'on n'avait plus rien à leur vendre. Donc, on n'avait rien d'autre à faire que les écouter pendant 55 minutes. Et donc, on les a écoutés, on a écouté leurs problèmes. Et les mêmes problèmes qui revenaient systématiquement, c'était la formation qui marchait pas et l'alignement des visions. Et donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, ça tombe bien, on sait faire de la gamification. On faisait des jeux vidéo B2C par ailleurs, avec l'équipe de mes associés. Et on connaît l'intelligence collective. Eh ben, on va essayer de répondre à ces deux problèmes-là avec deux choses différentes. Et c'est là qu'on a eu l'idée de tenter de faire des jeux sérieux pour remplacer la formation, et de l'autre côté, de faire de l'intelligence collective pour aligner les visions. Et par chance, le premier pivot, ça a marché direct. Enfin, le premier pivot en arrivant chez OnePod. On en avait déjà fait 3 avant d'arriver chez OnePod, quoi. Mais là, on a eu beaucoup de chance parce que on a séparé en deux les activités et les deux ont marché très vite, très fort. Bah, écoute, excellent. Il y a une question d'Antoine qui dit quelles sont les ambitions pour Citizen à court, moyen et long terme? Alors, les ambitions long terme, elles sont floues par définition, hein, ces ambitions long terme, mais on voudrait explorer des pistes de croissance un peu exponentielle et sortir un peu du modèle classique de la boîte de conseil. On croit pas du tout à l'idée que on peut rester compétent. Désolé s'il y a des gens d'Accenture dans le public, mais on croit pas qu'on peut rester compétent en étant énorme et généraliste sur tous les sujets. Ça peut marcher évidemment, mais c'est beaucoup moins efficace d'après moi que des petites structures qui se rallient sous forme de ligue et qui ont chacun leur expertise. Un peu ce qu'on fait avec Aquila, Blackfoot et Agilitateur. Chacun sa spécialité. Dans la plupart des grosses boîtes de conseil, en grossissant, les gens perdent leur expertise. Ils deviennent des experts en général, des généralistes compétents, mais qui vont avoir du mal à répondre à tous les sujets. Donc on pense qu'il faut pas se perdre. Il faut pas qu'on commence à avoir comme OnePoint des BU banque, finance, assurance, des BU design thinking et des BU stratégie. Et on pense qu'il faut garder sa raison d'être sur une niche et que tu dois t'associer sous forme de ligue ou de crew avec d'autres personnes très très compétentes sur un sujet. Donc on n'a pas pour ambition de garder un modèle de conseil classique, on a pour ambition de passer au digital. C'est pas encore très clair. Est-ce qu'on va devenir en parallèle de ce qu'on fait déjà
à un incubateur de start-up parce qu'on voudrait sortir de l'accompagnement mono grand groupe. Parce que Mmh. là, aujourd'hui, on fait que des grands groupes, soit des groupes du CAC 40, soit des énormes entreprises, soit des petites associations pour faire du pro bono. Mais tout ce qui est PME, start-up, tout ça, on commence à réfléchir à les accompagner. Est-ce que c'est sous forme d'accélérateur, d'incubateur, je sais pas. Euh, on réfléchit aussi à développer une app ou en tout cas un produit digital. En tout cas, on a voilà, l'ambition long terme, elle n'est pas claire, mais elle ne souhaite pas reproduire un modèle de boîte de conseil classique, ni dans la méthode, ni dans la forme. À moyen terme, on a envie de faire grossir notre impact citoyen, donc ça c'est sûr, et même à long terme aussi, ça reste. On voudrait avoir, si possible, un impact, alors pas forcément en politique, mais en tout cas avec les collectivités locales, avec les associations, avec les villes, avec les mairies. Mmh. On a cette ambition-là. Évidemment, de pouvoir faire bouger le leadership, ça c'est mon combat vraiment le plus cher. Et combattre la violence managériale qui a lieu à tous les étages dans toutes les boîtes du monde, parce que comme les enfants battus qui sont statistiquement plus probables de battre leurs enfants, bah, les gens qui ont été maltraités quand ils étaient juniors, quand ils deviennent managers, ils ont tendance à reproduire. Et je pense que euh, c'est assez facile de transformer ça et de changer ça. Et je pense que c'est pas un combat de Don Quichotte. Je pense que Mmh. c'est un vrai combat qui peut se gagner, qui va prendre des années. Mais, euh, mais le manager malveillant, je pense que ça deviendra l'exception et que le manager bienveillant sera la règle dans quelques années. C'est ma conviction en tout cas. Et je me bats pour ça. Donc ça commence notamment avec toi sur Citizen School et sur les écoles dans Mmh. lesquelles on commence à apprendre le management 3.0, le bon sens, la bienveillance, l'agilité et l'empathie et tous les soft skills aux enfants, pas du tout aux ados, aux jeunes adultes, avant même qu'ils aient commencé leur premier métier, qu'ils ont même jamais été managés. Donc bien longtemps avant qu'ils deviennent managers, on commence à leur apprendre ces méthodologies-là et ces philosophies pour certaines. Euh, voilà, moi je pense que c'est primordial et que dans moins d'une décennie, le manager malveillant sera l'exception. Et justement, qu'est-ce que par exemple, moi, je sais pas, j'ai envie de défendre une cause, comment je peux faire? Est-ce que je peux rejoindre, le collectif Citizen et donner de mon temps pour, telle ou telle cause ou tel combat? Est-ce qu'on a perdu Pedro? Allez, tous au lit. On a perdu Pedro. Ah. Bonne incroyable. Bon, j'espère. Salut, j'ai sauté, je suis de retour, pardon. Donc tu disais Pedro. C'est moi qui ai miscliqué, pardon. Ah, vas-y. C'est pas un problème technique. OK. J'ai voulu regarder la discussion live et je me suis trompé de bouton. Donc du Quelle est, coup, quelle était ta question? si je suis une personne extérieure à Citizen et que j'ai envie de défendre une cause, avec vous ou rejoindre le collectif, est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Oui, alors bien sûr, ça dépend. Par exemple, si des gens ont des idées de causes ou d'associations ou de gens qu'on pourrait aider, si c'est votre cause à vous, si c'est votre association, etc., bien sûr, venez nous solliciter. On sera ravis. Vous pouvez nous contacter sur le site web ou par le Discord où vous voulez. Mmh. On sera ravis de vous écouter et de comprendre comment on peut vous aider. Et si c'est pour postuler, pour venir aider dans nos causes, ben on étudierait ça avec beaucoup d'attention. Si c'est pour faire du pro bono avec nous et apporter une compétence qu'on n'a pas, une compétence de coach, une compétence de facilitateur, d'expert dans un métier qu'on ne connaîtrait Mmh. pas, on serait ravis de
de travailler avec vous. Évidemment, on va pas bosser les yeux fermés avec des gens qu'on connaît pas parce que on aimerait partager des valeurs avec les gens avec qui on bosse. Mais si de base ça vient pour un projet sociétal ou écologique, c'est qu'on a des valeurs en commun, donc ça devrait bien se passer. Et si c'est pour postuler et venir nous rejoindre et bosser, oui, effectivement, on est en train de recruter. Moins que prévu parce que évidemment, ce deuxième confinement, j'ai l'impression qu'il va un peu faire ralentir. En tout cas, il donne un peu moins de visibilité que prévu. Mmh. Donc, on est en train de recruter là une ou deux personnes, mais j'imagine qu'en février, ce sera la fin du confinement et qu'on sera tout à fait capable de reprendre un rythme de croissance comme c'était prévu au courant de l'année s'il y a un vaccin et qu'on a de la chance. Ou si le fait que ces confinements successifs qu'on va vivre avec les écoles ouvertes fassent moins ralentir l'économie et le budget de nos clients, on imagine, ça peut Mmh. être un cas où on recrute plus que prévu aussi, plus vite. En tout cas, on est toujours très ouvert à rencontrer plus de gens, discuter un maximum. Quand tu demandais tout à l'heure quelle était la journée type, on passe aussi beaucoup de temps à écouter le projet des autres, à discuter et à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde à l'extérieur et Mmh. se frotter à des points de vue différents. Ça, c'est un des trucs qu'on n'avait pas aimé dans les boîtes de conseil qu'on a fréquentées ces dernières années, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se ressemblaient, qui étaient d'accord sur tout et qui s'auto-congratulaient toute la journée et qui étaient déjà d'accord sur tout. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît pas beaucoup. Le biais de confirmation, c'est quelque chose de très violent et de très très grave. Ce que Dave Gray appelle le cercle de confirmation, où tu ne discutes qu'avec des gens qui ont le même point de vue, qui ont fait les mêmes études, qui ont jamais parlé au même type de personnes. Mmh. Euh, et donc, c'est le meilleur moyen de se planter et de faire fausse route, je crois. Mon Dieu. Heu, c'est à mourir de rire. Bon, je pourtant j'allais pousser Pedro à répondre à vos questions, mais je pense que ça va pas être possible. Pedro, de rien Brio, merci d'être passé, ça me fait très plaisir. Ah, Pedro est de retour. Oui, je suis de retour. Vous m'entendez? Oui, 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 Oh, ok. Je sais pas pourquoi ça a sauté pour tout le monde, je crois. effectivement. Bon, de toute façon, on va devoir, conclure là pour tout le monde. Oui, on va essayer de conclure rapidement. Il y a Arthur qui te dit: «Est-ce que tu penses pas que cette ambition de modèle risque de coûter beaucoup plus cher? Car potentiellement, il faut ramener plus de monde sur une même mission au lieu d'avoir un, comme tu disais, un expert généraliste». Alors oui, c'est certain, et c'est pas grave. Mmh. Enfin moi en tout cas j'ai une conviction, je peux pas parler pour mes associés, mais je crois qu'ils la partagent, c'est que on veut tous faire une entreprise avec une vision long terme. Et effectivement, si on prend tout le gâteau pour nous en étant des généralistes de tous les sujets, court terme ça rapporte plus d'argent. Mais moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus où la réputation ça fait tout. Et Mmh. donc si tu peux avoir un meilleur service pour ton client et gagner moins d'argent, sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable et en plus beaucoup plus gratifiant qu'avoir fait un service un peu moyen, prendre tout l'argent, se barrer et aller chercher un nouveau client. Mmh. Pour moi, un client satisfait, autonome, même s'il ne te rachète rien après, il parle en bien de toi. À l'époque des réseaux sociaux et de LinkedIn, ça n'a pas de prix. Euh, et les chaînes de Ponzi, des boîtes de conseil qui arnaquent un client
pour après aller en chercher un autre et re-l'arnaquer. Je caricature encore une fois. Évidemment, hein, c'est pas exactement ça la vérité. Je pense que c'est un modèle qui marche plus, qui est pas gratifiant, c'est pas ce que je veux faire moi. Et je préfère prendre une plus petite part d'un service de malade mental où le client il kiffe sa race et il parle de moi dans sa boîte, à la BU d'à côté, à son boss ou à sa femme en rentrant du boulot et que sa femme fait appel à ses services dans ma boîte, dans sa Mmh. boîte. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus rentable sur le long terme et qu'il faut beaucoup mieux gagner moins d'argent en faisant un service de meilleure qualité. J'en suis persuadé. Je pense que c'est gagnant, même sur le plan mercantile, alors que ça paraît contre-intuitif. Par exemple, un de nos fondamentaux, c'est qu'une mission n'est pas terminée tant que le client n'est pas satisfait et autonome. S'il a encore besoin de nous, on va pas lui refacturer. Sur le même prix, il continue. On continue de bosser gratos. Et donc, ça paraît bizarre parce que du coup, le gars va pas nous racheter des lots 2 aussi facilement que ce qu'il rachèterait une boîte de conseil qui sera indispensable. Mais sur le long terme, je suis persuadé, il faudra se lever très tôt le matin pour me faire changer d'avis, que c'est beaucoup plus rentable sur le long terme de perdre des sous au début. Et c'est comme ça que tu vas grossir et sur le long terme, c'est gagnant. Et je comprends pas pourquoi après toutes ces années, la plupart des boîtes de conseil que j'ai fréquentées l'ont pas encore compris. Et ils préfèrent vendre le plus cher possible à un service pas terrible et le client lui rachètera pas, mais c'est pas grave, il y a tellement de clients qu'ils en retrouveront bien d'autres pour pas les arnaquer, mais surpayer leurs tarifs et leurs prestations. Et Mmh. moi, je suis persuadé du C'est marrant quand tu disais ça, je pensais à la citation des nuls: «On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut» c'est exactement. Et ouais, je crois que je comprends pas pourquoi peu de gens l'ont compris ça et ils sont pressés en fait. Et je crois qu'il faut pas être pressé. Il faut faire la meilleure qualité possible, quel que soit le prix et la vision long terme. OK. Bah, écoute, Pedro, je pense que ça va être la dernière question, mais elle risque d'être pas mal. Donc on subit notre deuxième confinement, ce qui bouleverse totalement nos façons de travailler, d'interagir ensemble. Est-ce que tu penses qu'il en sortira du positif? Notamment, tu parlais des «managers malveillants» entre guillemets, et ces managers-là, on les a plus sur le dos aujourd'hui. Il y a cette strate de middle management qui commence à s'effacer. Est-ce que tu penses qu'on va en ressortir plus fort de ce confinement et que c'est un peu on va trancher, le cadre de référence qu'on avait, auparavant, et qu'on va évoluer vers quelque chose de plus sain et de plus bienveillant? Déjà, c'est très difficile de se risquer à des prédictions, vu, vu les circonstances complexes lesquelles on vit aujourd'hui et c'est très difficile de savoir. Moi, en tant qu'optimiste, j'ai envie de dire oui, mais je vois aussi malheureusement euh, beaucoup de gens ne pas avoir saisi cette opportunité, beaucoup d'entreprises et de managers ne pas avoir saisi cette opportunité du confinement pour passer d'une politique de moyens à une politique de résultats. Euh, Globalement, je ne connais pas le pourcentage, à vue de nez, un peu plus de la moitié des entreprises en France fonctionnent encore où on pointe, il faut arriver à l'heure, il faut partir à l'heure, et on a une politique de moyens, et on manage aux moyens. Euh, donc le manager doit fliquer que les gens sont là à l'heure et repartent à l'heure. Dans ce confinement, on a une opportunité qui est extrêmement belle, qui est d'aider les entreprises, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, à passer à une politique de résultat où les gens s'engagent avec le manager sur un résultat, avec des OKR ou avec autre chose. Et peu importe, on n'a plus besoin de les fliquer, on n'a pas besoin de regarder s'ils sont en train de regarder Netflix ou s'ils sont en train de bosser. Ils Mmh. ont une deadline et un truc à faire, ou plusieurs trucs à faire avec des deadlines. Et après, ils sont responsables et ils paieront les conséquences s'ils ne sont pas arrivés. Et le manager est censé aider pour que la prochaine fois, il réussisse son objectif. Donc le rôle du manager, maintenant, il vient en support et plus du tout en flic. Et j'espère, je dis pas que ça va arriver, j'ai même peur que ça n'arrive pas, parce qu'aujourd'hui, les gens avec qui je discute, il se passe l'inverse. C'est la panique des managers qui sont plus capables de fliquer et qui mettent des réunions à 9 heures et à Mmh. 18 heures pour être sûr que les gens entre les deux bossent
et arrivent à l'heure dans leur bureau virtuel. Donc, ils font exactement l'inverse de ce qui, d'après moi, il faudrait faire. Mais en tout cas, c'est une opportunité géniale, peut-être pour avoir une prise de conscience, si on fait bien notre boulot, là, tous autant qu'on est dans Discord, les coachs, les accompagnants et, et, les, et les experts en consulting, pour accompagner les managers à passer à une politique de résultats, mettre en place des OKR, arrêter de laisser les gens perdus, sans sens, sans objectif, sans KPI, et les laisser faire de la présence et des choses. C'est heureusement pas la majorité, je crois, mais c'est encore très fréquent. OK. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Hem, je pense qu'on it's a wrap, mesdames et messieurs. Heu, merci à tous d'avoir été là et d'avoir joué le jeu. Ça me fait, vraiment très, très plaisir. Merci à toi, Pedro, C'était un de plaisir, merci de m'avoir accueilli. C'était pas aussi violent que ce que j'imaginais. non, ça l'est jamais. Je Ça vais l'est ju jamais. ça effectivement. Je vais, partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez, mon écran? Dites-moi sur le chat si vous voyez mon écran. Oui, ça Alors, y est, je le j vois. ce que je vous propose, c'est une petite, pratique, lean. C'est tout simplement un ROTI qui veut dire, Return on Time Invested, et en fait, c'est une note de 1 à 5 qui exprime la valeur, enfin le temps investi versus la valeur. On m'a Donc ce demandé sur Facebook, Fouad, si il y allait avoir un replay. Pardon, je t'ai coupé. Je pensais que tu avais fini, excuse-moi. il y a pas de problème. Oui, normalement, il y a un replay, je vous confirme ça, très bientôt, mais effectivement, c'est le but. On mettra ça sur YouTube et on essaiera de faire le plus de bruit possible. Heu, voilà. Et donc une note de 1 à 5, donc je vous en prie sur le chat, mettez votre note de 1 à 5, donc 5 étant, bah, vous avez passé un super moment avec nous, ou 1, bah, vous avez, rien appris et vous avez perdu, 1 h 20 de votre vie, donc voilà. N'hésitez pas, et puis surtout, dans une logique d'amélioration continue, parce qu'on ne serait pas agiliste, si on le faisait pas, n'hésitez pas à mettre ce qui vous a plu, et ce qui pourrait être amélioré d'après vous dans ce talk. Voilà, ça peut être tout sur le fond, la forme. Le but, c'est que ça vous plaise le plus possible et qu'on fasse ça le plus souvent possible. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, tout peut rentrer en jeu. Ça peut être, il y avait pas assez de lumière, tu aurais dû poser plus de questions, tu aurais dû lire plus les questions du chat, et cetera, et cetera. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas, et puis, voilà, je mettrai dans le chat le site web de Citizen et le lien vers le Discord si ça vous intéresse d'interagir avec eux. Voilà, ça me ferait, très, très plaisir. Donc voilà, merci à tous. Encore une fois, Pedro, merci beaucoup. Et C'était un puis, plaisir. bah, ouais, ouais, Merci plaisir beaucoup. partagé franchement, et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à tous.